Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Après une accalmie de 24 heures, le Sénégal renoue avec les décès liés au coronavirus. 3 ont été enregistrés hier. Les contaminations de ces dernières 24 heures s'élèvent à 121 cas, dont 24 issus de la transmission communautaire. Par fin de spoliation foncière à Ouakam, le collectif des jeunes accuse un homme d'affaires sénégalais de vouloir s'accaparer de leurs terres. Vous entendrez le président de ce collectif des jeunes de ce village Lébou, Affaire Hissène Abré. L'ancienne première dame du Tchad revient à la charge et parle de violation du droit d'asile jadis accordé à son époux. Madame Fatimé Abré s'est prononcée également sur la découverte du pétrole au Sénégal avant de mettre en garde nos autorités. C'était dans Objection de ce matin avec Bayomar Gueye. Vous l'entendrez. Tabaski 2020 entre cherté du mouton d'un côté et rareté du bétail. L'inquiétude gagne certains pères de famille. Nous ferons le point avec nos correspondants à Tivaouane, Louga et Saint-Louis. La rétrospective de Josette Kali va boucler cette édition mise en onde par Hassan Choun. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Litige foncier à Ouakam, les jeunes de ce village Lébou s'opposent à ce qu'ils qualifient d'accaparement sur près de 4 hectares impliquant un homme d'affaires sénégalais. Le site en question se trouve au camp de Ouakam. Nous écoutons Babacar Diagne, leur porte-parole. La partie qui était hors du camp artillerie de Ouakam, c'était pas même dans la clôture de leur localité. Un beau jour, on a vu qu'il y avait quelqu'un, on ne connaît pas trop son nom, un responsable de ce pays, qui sont un peu partout dans ce pays, qui bradent des terrains un peu partout. Bon, lors de cette première tentative, il y avait le maire et les jeunes de Ouakam qui s'étaient levés. Aller jusqu'au site, le maire était engagé dans cette bataille pour dire qu'il n'acceptera pas qu'on fasse ce morcellement. Je ne sais pas sur quelle forme une base juridique est faite. Et c'est ça qui nous fait mal, Des personnes qui viennent d'ailleurs, on ne sait pas d'où ils viennent. À chaque fois, on leur donne les terrains appartenant à la commune et à la population de Ouakam, au détriment de la population. L'exemple est là, Cheikh Amar au temps d'Ablaïman. L'exemple est là, Macky Faye au temps d'Ablaïman. Donc nous, on ne sait plus où aller. Mais le site se trouve en face, là où les hôtels Al-Kharafi. En face, même l'hôtel là, c'est des dîmes. Ce n'était pas à l'intérieur du camp. C'est après qu'ils sont venus, ils ont augmenté leur clôture. Ils ont fait c'est dans le cas, alors que c'est pas ça. La partie qu'ils ont donnée, c'était entre le monument et le camp. C'était désert. Et un bon jour, on voit que les tracteurs ils viennent, ils commencent à creuser. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'avoir. C'est pas réglementaire, c'est pas normal. Mais on part jusqu'au bout, on compte se battre. Maintenant, nous ne voulons pas violer l'espace parce que les militaires l'ont clôturé. Il y a le tracteur qui continue de travailler. Nous, on a notre possibilité de se battre. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit ou bien essayer de déstabiliser le pays. On ne le fera jamais. On va se battre pacifiquement jusqu'à avoir gain de cause. Parce que c'est pas normal que des gens, on essaie d'enrichir toujours des personnes au détriment de la basse classe. C'est pas ça. Et nous qui avons fondé ce village, c'est nous qui habitons dans cette commune. Vous venez d'entendre Babacar Diagne, il est membre du collectif des jeunes de Ouakam. Ces jeunes parlent d'accaparement de près de 4 hectares impliquant un homme d'affaires sénégalais. 3 décès, 121 nouvelles contaminations, dont 24 issues de la transmission communautaire. C'est le bilan du jour concernant l'évolution de la pandémie à Covid-19. Ce jour, 32 cas graves sont pris en charge. Voici Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous fait le point sur l'évolution de la pandémie. Sur 1108 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,92%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 96 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 24 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Thiès 5,
Mbour 2, Saint-Louis 2, Plateau 2, Mariste 2, Pikine 2, Guédiawaye 2, Diamaguène 1, Liberté 6 1, Ouakam 1, Yoff 1, Keur Massar 1, Mbao 1 et Bignona 1. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce samedi 11 juillet 2020. L'état des autres patients reste stable. À ce jour, 8135 cas ont été déclarés positifs, dont 5446 guéris, 148 décédés et donc 2540 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un bon rétablissement aux malades encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective et insiste beaucoup sur les mesures barrières, notamment dans les lieux publics et dans tous les espaces où le public est rencontré. C'était Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous faisait le point sur l'évolution de la pandémie à Covid-19. À Kaolack, la vétusté du lycée Valdiodio Ndiaye inquiète. Les toitures des salles de classe du CEM2 ainsi que les bâtiments du grand lycée sont en état de délabrement très avancé. Le président du conseil départemental de Kaolack lance un appel pour la réhabilitation de ce lycée qui a été construit en 1958. Baba Ndiaye est le président du conseil départemental de Kaolack. Nous l'écoutons avec Mamadou Camara. Je voulais rappeler que le conseil départemental a beaucoup fait d'interventions au niveau du lycée Valdiodio Ndiaye. Vous vous rappelez bien, il y a cela seulement 3 ans, le bâtiment D devait être évacué par 1200 élèves et c'est le conseil qui s'est investi pour faire la réhabilitation complète du bâtiment D. Nous avons également réhabilité un terrain de sport et nous avons fait la clôture du lycée. Effectivement, le 25 ans, nous avons fait le tour avec M. le gouverneur, l'inspecteur d'académie. Madame la principale du CM2 Valdiodio Ndiaye nous a interpellé également sur la visite des bâtiments au niveau du CM2. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'évaluation de cette classe qu'il faudra réhabiliter, donc par un technicien qui est en train de faire déjà présentement. Donc la vétusté est réelle parce que c'est un lycée qui date depuis l'époque coloniale. Et notre souhait, c'est de faire un appel au président de la République pour qu'il y ait une reconstruction en profondeur, donc de nouvelles constructions au niveau du lycée Ndiaye qui est un lycée symbole. Et c'est là où je voudrais également saluer l'intervention des anciens du lycée Abdou Agnès qui ont permis la construction de 32 blocs d'hygiène neufs, mais également et la connexion du lycée au circuit de l'ONAS. Donc le Valdiodio Ndiaye mérite aujourd'hui l'intervention à la fois du gouvernement, mais également des anciens qui ont quitté. Et je lance un appel personnel au président de la République, qui est un ancien lycée Valdiodio Ndiaye, pour que Valdiodio Ndiaye soit reconstruite carrément. C'était Baba Ndiaye, président du conseil départemental de Kaolack. Affaire Habré, le Sénégal a violé le droit d'asile jadis accordé à l'ancien chef d'État tchadien, regrette son épouse, qui retrace dans son livre intitulé L'Afrique debout, paru aux éditions Abyss, le complot fomenté par les différents régimes qui se sont succédés à la tête du Sénégal et la France-Afrique contre l'ancien chef d'État tchadien. L'argent, le pouvoir, le pétrole, un cocktail explosif qui rend fou les pouvoirs occidentaux, affirme l'ancienne première dame du Tchad. Madame Fatimé Raymond Habré est d'avis que le Tchad et le Sénégal deviennent des mines du pétrole qui doivent profiter au peuple et surtout aux jeunesses désespérées, allant jusqu'à emprunter l'océan au péril de leur vie. Indignée par l'accaparement du littoral, elle dénonce avec véhémence. C'était dans Objection de ce matin avec Bayoumar Gueye. Nous l'écoutons. Madame Habré, l'argent, le pouvoir, le pétrole, pour retenir quoi? Pour retenir que c'est un cocktail explosif et que aujourd'hui le pétrole c'est la seule ressource stratégique importante qui rend fou tous les chefs d'État occidentaux.
Ah oui. Et l'histoire l'a prouvé. Regardez par exemple quelque chose de très très important. Quand on nous disait la théorie de l'afro-pessimisme, elle s'accompagnait de quoi? Je crois que les populations sénégalaises, 10-15 ans avant, tout le monde disait on n'a rien, nous, on n'a pas de pétrole. Le Tchad, c'était pareil. Aujourd'hui, il se révèle que le Tchad et le Sénégal sont des mers de pétrole. Mais il faut qu'on s'arrête pour dire, faisons attention. Faisons attention et vraiment soyons patriotes pour que ces ressources, puisqu'on a décidé que notre jeunesse reste sur notre continent, pour que ces ressources-là soient pour nous. On a décidé et qu'elles nous profitent et qu'enfin on émerge. Voilà. Oui, et c'est consigné dans la constitution sénégalaise. Les ressources appartiennent au peuple sénégalais. Oui, mais c'est pas parce que c'est dans la constitution qu'elle applique. C'est pour ça que j'ai dit que notre indice de légitimité patriotique va nous donner un éclairage sur les actes de bonne gouvernance, sur la gestion du pétrole, sur la gestion de toutes nos ressources. Et même, je dirais qu'on pourra même mettre dans cet indice de légitimité patriotique beaucoup de choses. Oui. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez la question aujourd'hui du littoral au Sénégal. Moi, je vis au Sénégal depuis 30 ans. Donc, la question du littoral... Ça vous indigne? Ah oui, ça m'a vraiment profondément choqué. Parce que j'ai dit que la question du littoral au Sénégal, au-delà de l'occupation du domaine public maritime qu'on peut discuter, au-delà de tout ça, je pense que c'est une question de sécurité nationale. Vous venez d'entendre Madame Fatimé Raymond Abré, ancienne première dame du Tchad, également auteure du livre L'Afrique debout. Elle était l'invitée de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. Parlons à présent de la Tabaski qui approche à Tivaouane. Le marché n'est pas encore bien approvisionné en moutons. Une inquiétude pour les populations en plus de la cherté du bétail. Babacar Sow. Tabaski 2020, Tivaouane n'affiche pas encore le plein de moutons, une situation qui suscite déjà l'inquiétude des populations de la cité de Mamadou Malick Sy, où les deux anciens traditionnels points de vente sis à l'ancien marché en ville seront maintenus au centre commercial. Pour les prix des rares bêtes visibles sur ces points de vente, il faut casquer entre 100 et 120 000 francs pour en acquérir selon les tefanquets trouvés sur place. La bonne nouvelle pour cette Tabaski est le nouveau forail qui sera ouvert ce 15 juillet avant son inauguration pour raison de Tabaski. Selon la mairie, un forail où il y a un forage pour approvisionner en eau les abreuvoirs et un poste de police qui sera aussi fonctionnel. Ceci pour renforcer la sécurité selon la mairie. Malgré le système solaire, des poteaux électriques seront alimentés par le réseau Sénélec. Une grosse crainte cependant demeure chez les Tivaouanois. La Covid-19 dans l'ensemble des points de rassemblement selon les sources médicales où les mesures barrières sont recommandées. Une situation qui ne rassure pas cependant le Tivaouanois lambda. Avec cette période du coronavirus, c'est l'absence du mouton sur le marché et la cherté prix des rares bêtes disponibles à moins de 20 jours de l'Aïd el-Kébir. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. À Louga également, c'est pas encore le rush dans les points de vente où le mouton coûte cher. Il faut débourser pas moins de 100 000 francs pour avoir une bête. Les éleveurs, de leur part, invitent l'État et les collectivités locales à jouer leur partition pour mettre les vendeurs dans de meilleures conditions. Lamine Gueye Saman. Dans les différents points de vente du département de Louga, Keur Massar, Gouimbet, Thiamène, Ndiagne, Sakal, Léona, Forail municipal de Louga commune, il n'y a pas encore d'affluence. À moins de 3 semaines de la Tabaski, les troupeaux ne sont pas encore au grand rendez-vous. Seules quelques bêtes élevées peuplent le décor. Aucun mouton n'est cédé à moins de 100 000 francs CFA. Les raisons à trouver dans les explications du président régional de la maison des éleveurs Gala Aïnabé de Louga, Samba Sow Di Bakel. Pas encore de rush, seuls les moutons élevés sont présents. Ils coûtent un peu cher. La cherté de l'aliment de bétail, l'insécurité dans les points de vente font que les éleveurs préfèrent attendre les derniers jours pour rallier les points de vente. Le responsable régional de la maison des éleveurs de Louga invite les collectivités locales et l'État à jouer pleinement leur partition afin de
faciliter les conditions d'accueil des éleveurs et leurs troupeaux dans les différents points de vente de la région. Samba Sao Bachel. Au cours du CRD et des CRD, les éleveurs ont posé leurs doléances. Sécurité, aliments de bétail, les toilettes, entre autres. Il ne faut pas que les autorités se limitent seulement à la commune de Louga. Les autres points de vente de la région sont aussi concernés. Aller acheter son mouton le plus tôt, éviter les rassemblements de dernières heures, conseil du président régional de la maison des éleveurs Galla Aïnabé de Louga. Lamine Saman Louga, Sud FM. Direction Saint-Louis, où là-bas encore ce n'est pas encore le grand rush au niveau des points de vente de moutons, à l'image de celui de Medina Marmeyal, situé au quartier de Darou. Ce point de vente n'est pas encore très bien approvisionné en moutons et les clients n'y viennent qu'à compte-gouttes. Ces mêmes clients dénoncent la cherté des prix du mouton au moment où les vendeurs craignent un manque de moutons cette année à cause de la pandémie à Covid-19. Yves Tendeng. Nous sommes au point de vente de moutons de Medina Marmial, ici à Saint-Louis. Seuls quelques moutons sont visibles dans ce site, pas encore bien approvisionnés. Moussa Djibi Takso, un vendeur de moutons trouvé sur place, se dit inquiet à cause du contexte actuel de la pandémie de Covid-19. En tout cas, tout ce que je peux dire, on ne peut pas savoir s'il y aura beaucoup de moutons ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'avec cette pandémie de la Covid-19, il est difficile de savoir s'il y aura beaucoup de moutons ou pas. Ici, les clients se font beaucoup désirer présentement par les vendeurs de moutons. S'agissant de la vente de moutons, nous n'avons pas encore vu beaucoup de clients. Du côté de la clientèle, en revanche, l'on dénonce déjà la cherté des prix du mouton. Le constat est d'ailleurs fait par ce client trouvé en train de marchander avec un vendeur. C'est trop cher. Moi j'achète des moutons comme ça à 100 000, mais j'ai donné le gars à 120 000. Bon, il a refusé, il me dit que 140, 150. Donc les moutons que je vois ici, vraiment c'est trop cher, c'est trop cher. Et puis il n'y a pas encore beaucoup de moutons? Il n'y a pas encore beaucoup de moutons. À ce moment, il y avait beaucoup de moutons, mais maintenant j'ai vu que presque pas 100 moutons. D'où son cri de cœur lancé à l'endroit des autorités étatiques. C'est difficile, c'est difficile. Nous voulons que le président de la République vienne nous aider à que tout le monde fête la Tabaski tranquillement, avoir un mouton à bon prix. Donc, il faut que le président de la République parle pour que peut-être diminuer les prix. À quelques jours seulement de la fête de la Tabaski, ici à Saint-Louis, ce n'est pas encore la grande effervescence au niveau du point de vente de moutons de Medina Marmial. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud International. Tout d'abord, le bilan mondial du coronavirus qui dépasse les 12 721 000 cas de contamination, dont près de 566 220 décédés. En Iran, le guide suprême a qualifié de tragique la résurgence de l'épidémie de Covid-19 dans son pays et a appelé le pays entier à respecter les consignes sanitaires afin d'endiguer la progression de la maladie. La République islamique, qui avait annoncé ses premiers cas de contamination en février sur son sol, dépasse aujourd'hui les 257 303 contaminations et 12 829 décédés. Et puis au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé hier soir dans une brève allocution télévisée la dissolution de fait de la Cour constitutionnelle pour tenter de dissiper les tensions qui ont parcouru la capitale Bamako 2 jours durant. Les nouveaux juges devraient être nommés rapidement, ce qui devrait d'ailleurs ouvrir la voie à des législatives partielles dans les circonscriptions dont la Cour constitutionnelle avait invalidé les résultats. Ibrahim Boubacar Keïta a aussi réitéré son offre de dialogue et assuré que le prochain gouvernement en cours de constitution serait, je cite, consensuel, composé de cadres républicains et patriotes et non de casseurs et de démolisseurs du pays. À 12h passées de 21 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM.
Politique, Moustapha Cissé Lo exclu des rangs de l'Alliance pour la République. La décision a été prise ce lundi par la commission de discipline de l'APR. Écoutons Abdou Mbaw, un des membres de la dite commission. Sous la présidence de son président Abdoulaye Badi, et était présent le ministre Omar Gueye, M. Abdou Mbaw, moi-même, Ao Gueye, Abdoulaye Daouda Diallo, Abdourahmane Ndiaye et Benoît Sambou. Et on a visé les articles 3, 4, 14, 19 et 20 des statuts de notre parti, mais aussi les articles 26 et 25 du règlement intérieur. Tous parlent de la discipline du parti. Et constatant l'attitude du camarade Moustapha Cissé Lo, dont les propos empreints d'une indécence recusent la morale et la bienséance sociale, ont fini de heurter la conscience des populations. Constatant la propension de camarades du parti à s'épancher dans les médias par des propos injurieux attendus que par ces faits, il entache gravement l'image du parti. Par ces motifs, la commission de discipline, après avoir délibéré à l'unanimité, a prononcé l'exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo des rangs de l'Alliance pour la République, mais aussi avertit fermement tout camarade qui adopterait des comportements et des propos à même de ternir l'image du parti ou de jeter le discrédit sur les institutions de la République. L'activiste Abdou Karim Gueye et libre Khouroum Kha a bénéficié d'une liberté provisoire au moment où son état de santé est toujours préoccupante et selon Guy Marius Sagna, le combat va se poursuivre pour une liberté définitive de l'activiste. Nous l'écoutons. Nous sommes soulagés pour les enfants, pour l'épouse, la famille de notre frère, ami et camarade Abdou Karim Gueye Khouroum Kha, parce que cet emprisonnement était un emprisonnement injuste, était un acharnement contre un patriote. Cependant, nous continuons à dénoncer de la manière la plus énergique qui soit son emprisonnement, parce que les insulteurs, on sait de quel camp est-ce qu'ils sont. Et au lieu d'arrêter ces insulteurs, on arrête, on emprisonne des innocents comme Abdou Karim Gueye Khouroum Kha qui n'ont commis qu'un seul crime, celui de défendre et ongles les intérêts des citoyens et bien sûr de dénoncer la politique du président de la République. Nous tenons à dire deux choses. Malgré cette liberté provisoire, le patriote Abdou Karim Gueye a le droit de continuer sa lutte comme bon lui semble. L'essentiel, c'est que pour nous qui aspirons à un autre Sénégal, de mettre en avant la force de l'argument et non la force des insanités, la force des insultes comme on le voit ailleurs. Nous dénonçons aussi cette propension de la justice sénégalaise ligotée à décerner des libertés provisoires. Moi, je vous parle, je suis sur le coup de 2 libertés provisoires. Abdou Karim Gueye vient d'en bénéficier une aujourd'hui. Jusqu'à quand? Pour nous menacer, ça ne passera pas. Pandémie de Covid-19, ce samedi, notre pays a franchi la barre des 8000 cas positifs au coronavirus après le premier cas déclaré le 2 mars dernier. Justement, le président de la République, Macky Sall, est sorti de sa quarantaine jeudi après 2 semaines d'auto-isolement conformément au protocole sanitaire. Le chef de l'État a été suivi et les résultats des derniers tests sont restés négatifs. Pour rappel, le président Sall s'était mis en quarantaine le mercredi 24 juin à la suite d'un contact avec une personne positive à la Covid-19. Impact de la Covid-19, le secteur du tourisme perd 246 milliards en chiffre d'affaires en 3 mois. Les acteurs prédisent un avenir sombre et craignent des faillites. Les dettes s'accumulent. L'État est interpellé pour des mesures d'accompagnement. Hadissen. Rien ne va dans le secteur du tourisme. On ne fait plus de chiffre d'affaires du tout. Nous, on a réouvert il y a une quinzaine de jours. On ne fait même pas 2% de ce qu'on devrait faire. La situation est plus qu'alarmante. Au niveau de nos 2 restaurants, nous avons ouvert. Là où on faisait un chiffre d'affaires de 3 millions par jour, on ne fait même pas 180 000 francs. On a ouvert, mais nous n'avons pas de quoi payer. Des témoignages de patrons d'hôtels. 4 mois après la Covid, la situation n'a pas évolué. Au contraire, ça empire avec une perte en chiffre d'affaires estimée à 246 milliards de francs CFA en 3 mois. Mamadou Sow, vice-président du FOPIT. Pour l'instant, au niveau du chiffre d'affaires, c'est zéro. Que ça soit au niveau des hôtels, que ça soit au niveau des agences de voyage, que ça soit au niveau des compagnies aériennes, c'est quand même difficile. C'est une étude qui a été faite conjointement entre le secteur privé et le ministère du Tourisme et nous avons donc trouvé à peu près une perte de chiffre d'affaires de 246 milliards sur les 3 mois. Conséquence, les emplois sont aujourd'hui menacés. Boubacar Sabali. Notre rôle, nous allons le jouer, c'est-à-dire tenter autant que possible de préserver l'entreprise et de préserver les emplois. Et nous demandons par conséquent à nos employés d'être à nos côtés
Nous prendrons en compte leurs préoccupations autant que possible, mais dans la limite des possibilités de l'entreprise, on ne peut pas mettre en péril nos entreprises. En plus de cela, l'État leur doit 12 milliards de francs CFA dans le cadre de l'hébergement des cas contacts du Covid-19 au niveau des hôtels. En tant que patriote responsable, accepter de mettre nos hôtels à la disposition de l'État du Sénégal. Un budget a été mis en place de presque 12 milliards, mais à la date d'aujourd'hui, nos factures sont restées impayées. Un avenir incertain pour le secteur, les acteurs demandent à l'État des mesures d'accompagnement supplémentaires. Mamoudou Sow. C'est pour l'instant d'essayer de financer nos besoins sous forme d'avance de trésorerie et nous attendons la réponse du ministre. L'espace Schengen fermé au Sénégal pour le moment, les acteurs misent sur le tourisme local et le soutien de l'État pour sortir de cette situation. Litige foncier, le bras de fer se poursuit entre les habitants de Ndingler et le président directeur général de Sedima. Babacar Ngom ne compte pas céder ni reculer devant la réticence des populations. Il défend son titre foncier, un projet ambitieux pour participer à assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Écoutons Babacar Ngom, président directeur général de Sedima. Il s'agit simplement d'un différend qui existe entre le village de Ndingler et la Sedima sur une parcelle de terre qui a été octroyée en 2012 par la communauté rurale de Sindia à la Sedima le 4 décembre 2012. Depuis lors, Sedima a entrepris une procédure de régularisation jusqu'à l'acquisition d'un bail et l'acquisition d'un titre foncier en 2019. Aujourd'hui, Sedima est sur un projet pour investir entre 2 et 3 milliards sur ce site, ce qui devrait créer en termes d'emplois entre 500 et 1000 emplois. Moi, je dis, est-ce qu'il est normal que dans notre pays, quand il y a des étrangers qui investissent dans ces secteurs-là ou à qui on affecte des terres, personne ne réagit, alors que s'il s'agit d'un Sénégalais, on en fait tout ce bruit-là. Ce projet, à mon avis, est un projet extrêmement important pour notre pays. On va arriver dans quelques années à une situation où l'Afrique devra contribuer à nourrir le monde. Est-ce que vous pensez que le jour où l'Afrique fera partie ou contribuera à nourrir le monde, on devra être là à attendre que ce soit des étrangers qui viennent investir, nous employer, réexporter la richesse et nous, à ce moment-là, qu'on soit que des ouvriers agricoles, c'est le cas de le dire. Moi, je pense le contraire. Je suis persuadé, nous allons montrer aux Sénégalais que ce que ces étrangers-là sont en train de faire, nous avons les possibilités et les moyens de le faire. Nous avons beaucoup de terres qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. Nous voulons faire partie des pionniers, comme nous l'avons été dans l'aviculture. Manifestation réprimée devant l'ambassade du Sénégal à Nouakchott. Les Sénégalais bloqués en Mauritanie depuis 4 mois à cause de la Covid-19 ont exprimé leur mécontentement face aux nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils ne souhaitent qu'une chose, rentrer au Sénégal au moment où les frontières terrestres sont toujours fermées. Écoutons Pape Boubassar, coordonnateur du collectif Retour à la terre natale, Begnibi. On est au nombre de 4000 inscrits à l'ambassade pour le repatriement. On est bloqué depuis la fermeture des frontières. On avait déposé une lettre de demande d'audience à M. l'ambassadeur pour demander la date de notre repatriement. Mais notre ambassade reste sourde et muette face à nos revendications. On n'a plus de substance et on a des sérieuses difficultés, c'est-à-dire le loyer. Depuis 4 mois, on ne travaille plus et les bailleurs nous talonnent pour le paiement. Nous recevons des témoignages des personnes, à l'occurrence des femmes, qui peinent à satisfaire leurs besoins primaires. Beaucoup de personnes qui étaient de passage ou venues pour un court séjour se sont vues être obligées de rester ici et sans reconnaissance. Suite aux opérations de rapatriement du Sénégal de la diaspora lancées par l'État du Sénégal, il y a quelques semaines, 3125 Sénégalais bloqués qui ne travaillent plus, qui vivent dans le désarroi, veulent une seule chose, retourner chez nous. Décès ce vendredi du célèbre transporteur El Hadji Ndiaga Ndiaye suite à une longue maladie. El Hadji Ndiaga Ndiaye a tiré sa révérence à l'âge de 89 ans. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. À 12h passées de 31 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Parfum de scandale foncier à Ouakam, le collectif des jeunes de ce village lébou hausse le ton et parle d'accaparement de leurs terres.
Un homme d'affaires sénégalais est accusé de vouloir mettre la main sur près de 4 hectares situés à l'intérieur même du camp de Ouakam. Le Sénégal qui renoue avec les décès liés au coronavirus. 3 patients ont perdu la vie hier. Ce dimanche, 121 nouvelles contaminations ont été enregistrées, dont 24 issues de la transmission communautaire et réparties entre Dakar, Thiès, Mbour, Saint-Louis et Bignona. Tabaski 2020, le mouton ne bêle pas encore dans les forêts de Tivaouane, Saint-Louis et Louga, ou du moins pas comme ne le voudraient certains. À cela s'ajoutent les prix du mouton jugés trop élevés. Affaire Hissène Habré, l'ancienne première dame du Tchad, revient à la charge et parle de violation du droit d'asile jadis accordé à son époux. Madame Fatimé Habré s'est prononcée également sur la découverte du pétrole au Sénégal avant de mettre en garde nos autorités. Elle était l'invitée de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Et puis la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali a bouclé cette édition mise en onde par Hassan Toun. À 13h, retrouvez Khadi Sen pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Sud FM, Sen Radio.